il faut d'abord distinguer ce qu'est l'intelligence artificielle d'autres procédés ou d'autres mécaniques avec lesquels on la confond souvent. Il faut distinguer de l'informatisation. L'informatisation, la justice est tout à fait preneuse et ça fait plusieurs années qu'on la réclame et qu'on réclame une informatisation digne de ce nom. Il faut savoir qu'en 2015, le budget de l'informatique dans la justice a été diminué de 22%, 22% dans le cadre d'un budget qui était déjà décrit y compris par des organisations internationales comme étant très en dessous de la moyenne et très en dessous des besoins d'une justice moderne. Donc l'informatisation, ça c'est une chose, et ça on est évidemment pour. La numérisation, c'est-à-dire la dématérialisation à la fois des sources et à la fois de certains actes ou certaines procédures, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Nous sommes également favorables à ce qu'on rende l'œuvre de justice plus pragmatique. Quand on parle d'intelligence artificielle ou de management, d'ailleurs, c'est assez lié. On parle toujours de pragmatisme. Hein, c'est un mot, la modernisation, le pragmatisme, ce sont des mots, j'ai envie de dire des slogans qui accompagnent la révolution, que ce soit managériale, gestionnaire ou numérique dans la justice. Je voudrais, à propos du pragmatisme, préciser quelque chose qui me tient à cœur, à savoir que il y a un pragmatisme contre lequel nous sommes farouchement opposés, qui est le pragmatisme qui vise, qui a pour effet de négliger ou d'insulter ou d'évincer le respect des droits fondamentaux. Donc, c'est le pragmatisme qui voudrait, par exemple, qu'on calcule le temps pris à l'audience par chaque juge par dossier. Ça, c'est un pragmatisme qui va menacer l'écoute du magistrat et le respect du principe du contradictoire. Le respect du principe du contradictoire, c'est le fait que chaque partie va développer sa thèse, ses arguments. Il y a une dialectique au terme de laquelle le juge va se nourrir et rendre une décision tierce qui va dire ce qui doit être. Je reviendrai sur ce qui est et sur ce qui doit être. Il y a un pragmatisme qui vient chambouler tout ça et qui est lié au management, mais qui est aussi rendu possible par l'installation du numérique et qui vise à accélérer sous couvert de modernisation. Et donc à accélérer, c'est-à-dire à rendre soi-disant plus efficace, mais donc moins minutieux, moins attentif à l'écoute et à la dialectique. Ce pragmatisme-là, nous n'en voulons pas. Il y a par contre un pragmatisme qui est respectueux des droits et qui sert l'intérêt des citoyens et des justiciables et du barreau et des magistrats, parce qu'il va, d'une manière alors vertueuse, permettre de rendre la procédure plus efficace. Et donc, je veux parler de la numérisation des sources, hein, de la numérisation de la législation, de la numérisation des décisions de jurisprudence qui sont déjà disponibles, la difficulté étant de les anonymiser, puisqu'il faut respecter une certaine réglementation quant au respect de la vie privée, évidemment, et la numérisation de certaines procédures. Il est totalement archaïque que des avocats viennent encore à l'audience pour demander une remise dans un dossier. Hein, quand il y a tout un flux d'affaires qui arrivent au tribunal, tous les jours, il y a des audiences qui servent à un peu faire garde triage, eh bien, il n'est pas normal qu'on exige encore qu'il y ait 50 avocats, a fortiori dans les conditions sanitaires que nous connaissons, qu'il y ait des avocats qui fassent le déplacement. Au niveau écologique, ça n'est pas tenable, et qui perdent leur temps, qui facturent à leurs clients le temps qu'ils viennent pour demander une remise. On pourrait très bien imaginer que tout ça se fasse de manière dématérialisée, c'est-à-dire numérique. On introduit une demande de remise par mail, par ordinateur, ou via tous les nouveaux systèmes qui sont en place, comme e-Deposit ou DPA. Et il y a soit le magistrat et greffier, soit, pourquoi pas, un algorithme qui réglerait la question des fixations. Tout ça, oui. Idem, on introduit une demande en justice, on pourrait très bien le faire si on est avocat et qu'on a un code de sécurité, introduire une demande en justice par la voie numérique. Évidemment, ça pose la question de la survie des huissiers, ça il faut le dire. Hein, les huissiers ont quand même une grande partie de leur core business qui est lié à signifier des décisions. Et donc, on pourrait imaginer une fluidité, parce qu'on vient de loin, hein, on est encore à ce niveau-là très archaïque. Vous voyez, j'oppose
l'archaïsme et le pragmatisme. Il y a un archaïsme qui est vertueux, c'est celui qui tient compte des intérêts et des droits de l'homme et des droits des gens, de l'écoute, du contradictoire, comme je l'ai dit, de la présomption d'innocence. Et il y a un archaïsme qui est le fait d'exiger que l'avocat vienne en présence, demander la remise, ou que, et alors qu'à peu près qu'il dise « je vous remercie, j'y suis dans cette affaire ». Tout ça peut être fait désormais de manière beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est tout à fait d'accord. Et puis, il y a une partie de l'intelligence artificielle, et là, on vient vraiment à l'intelligence artificielle, contre laquelle, alors, soit qui doit justifier notre plus grande vigilance, soit contre laquelle nous sommes farouchement opposés. Nous devons être farouchement opposés pour ceux qui s'en inquiètent. Pour le moment, la menace pèse sur le principe de l'audience. Vous savez que l'article 149 ou 148 de la Constitution impose que l'audience est rendue publique, puisque quand les parties débattent, donc on n'est plus dans le cadre des demandes de remise, etc., on est dans le cadre de vraiment, on va plaider le procès, et au terme des plaidoiries, et d'avoir entendu ou bien la personne qui est poursuivie, ou bien, mettons, dans un divorce, on entend les gens, au terme de l'audience, le magistrat va rendre une décision sur base des écrits d'un dossier, mais aussi sur base de ce qu'il a entendu et des questions qu'il a posées, puisque depuis plusieurs années, plus de 10 ans, les magistrats mènent à l'audience ce qu'on appelle le débat interactif, c'est-à-dire qu'ils posent des questions, et donc la dialectique se joue à trois, en somme, s'il y a deux parties. Hein. Enfin, le juge vient lui-même agiter un principe maïeutique qui sert évidemment le dossier et qui sert la solution qu'il va définir. Donc l'audience, ça n'est pas seulement que c'est imposé par la Constitution, qu'on ne peut pas y déroger, l'audience publique, mais elle est vertueuse dans l'espèce d'éthique communicationnelle dont parle Habermas, qui est peut-être discutable au niveau de la politique, de la macro-politique, j'ai envie de dire, de la vie collective en soi, mais qui, dans le cadre, s'applique vraiment bien au procès. L'éthique communicationnelle, c'est le fait que chacun va dire ce qu'il a à dire et travailler ses pièces, et à un moment, quelque chose va surgir, quelque chose qui est tiers et qu'on n'avait pas prévu. Parce qu'on peut avoir, même comme magistrat, j'ai parfois des préjugés, évidemment, j'en nourris, je lutte, mais je les nourris. Et quand j'ai des préjugés, il est vraiment fréquent qu'à l'issue de l'audience, alors que j'ai vu le dossier, j'ai vu les pièces, à l'issue de l'audience et des explications, j'ai une toute autre idée. Donc, l'audience et la dialectique, la maïeutique de l'audience sert à lutter contre les évidences. Et alors, vous pensez bien qu'en droit pénal, c'est extrêmement intéressant parce que, et important pour les droits de l'homme, puisqu'on a des magistrats, le parquet, qui ont décidé de poursuivre quelqu'un sur base d'un dossier dont ils déduisent que la personne est coupable et contre laquelle ils vont requérir une peine. Or, il se passe, franchement, c'est très régulier, ça arrive très souvent, c'est presque magique, c'est presque comme une analyse, c'est un principe analytique, hein, comme en thérapie freudienne. Il y a un principe analytique qui fait que la parole va permettre d'accoucher de quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc, parfois, on peut très bien acquitter quelqu'un du fait de ses explications à l'audience, qui sont parfois les mêmes que celles qu'il a données dans le dossier, mais qui vont faire advenir quelque chose d'autre. C'est pas un miracle, c'est la vertu du principe dialectique. Et donc, l'audience, pour le moment, est en grand danger depuis que le ministre Koen Geens a décidé en 2017 avait l'intention, alors il a décidé, c'est-à-dire qu'il a fait un avant-projet de loi, mais sur ce point-là, il n'a pas été suivi, de rendre le principe de l'audience subsidiaire, c'est-à-dire que on devrait privilégier la procédure écrite ou la vidéoconférence au préjudice du maintien d'audience, le slogan étant évidemment, c'est archaïque, évidemment, c'est coûteux l'audience, c'est chronophage, et en quelque sorte, c'est une affaire de juristes qui aiment bien les effets de manche, qui aiment bien l'éloquence. Et donc, la vertu de l'audience est totalement réduite à, en réalité, ce qu'elle n'est pas, un luxe. Hein, puisqu'au contraire, je vous dis, c'est réellement un noyau de résolution de litige. Quand le magistrat fait bien son travail et quand les avocats jouent le jeu. Hein. Évidemment, il y a des juges il y a comme des juges comme des médecins qui n'accordent pas de l'importance qu'il convient à certains éléments de la procédure dont ils sont saisis, mais bon. Et donc, je veux dire que l'audience, depuis 5-6 ans, et de manière générale,
par cette tendance lourde dont Benoît Friedman vous a certainement parlé, qui est le management public et le néolibéralisme qu'il y a derrière, et la financiarisation du monde, et l'austérité qu'elle implique dans tous les services publics et les communs, l'audience est disqualifiée comme quelque chose d'un autre âge, quelque chose auquel les magistrats tiendraient en somme parce que ce sont des aristocrates qui ont un petit blason dont ils ne veulent pas se défaire. C'est ça l'idée. Donc ça, il convient de dire que nous sommes farouchement opposés à la suppression de l'audience, et pas seulement parce qu'elle est constitutionnellement prévue. Nous sommes aussi opposés à remplacer l'audience non seulement par la procédure écrite, mais aussi par la visioconférence. La visioconférence vient, bien sûr, on se voit, bien sûr, on se parle, mais c'est un principe qui ramène le relief et toutes les dimensions de l'audience à deux dimensions, une image et un verbe. Quand je vous parle, au moment où je parle, l'écran s'affiche, et même si on est en espèce de panoptique où toutes les photos, toutes les images sont affichées, je n'ai aucune certitude que, par exemple, vous n'allez pas envoyer un SMS à votre adversaire, si vous êtes le magistrat, que le greffier n'est pas en train de faire autre chose, que il n'y a pas dans la visioconférence le contrôle démocratique que permet l'audience publique. Outre le fait que l'audience publique est parfois suivie par des journalistes qui en rendent compte et qui, quelque part, démultiplient le principe de la publicité. La publicité de l'audience, c'est le fait que le juge est contrôlé et que les avocats contrôlent le juge et le juge contrôle les avocats et le greffier, comme contre-pouvoir du magistrat, vient à la fin attester dans un PV que tout s'est passé et qu'il a tout vu. En visioconférence, vous êtes en deux dimensions, ou mieux, et le greffier n'a pas tout vu. Il ne voit pas ce qui s'est passé derrière l'écran en ce moment. Qui plus est, ça c'est un problème qui est fondamental, c'est que la visioconférence, ça n'est pas, comme le dit le ministre dans l'avant-projet de loi Covid qu'il défend pour le moment visant à remplacer l'audience par la visioconférence sur la procédure écrite. Il définit la visioconférence en gros comme la retransmission en temps réel d'une conversation ou d'une image. Voilà. C'est pas ça du tout. La visioconférence, c'est le recueil de data qui vont être transférés aussi sur un serveur. En l'espèce, qui détient le serveur et qui va recueillir les données, c'est, s'agissant de Webex, puisque le ministre Biens avait choisi Webex et pas un programme de Microsoft, donc c'est donc une entreprise américaine qui s'appelle Cisco, qui est, elle, soumise au Cloud Act, qui oblige les entreprises américaines, pour faire bref, à délivrer au gouvernement américain toutes les données délicates dont ils auraient connaissance. C'est-à-dire que quand on fait un procès par visioconférence, vous imaginez la délicatesse des données qui y passent. On poursuit un médecin pour responsabilité médicale, pour une erreur médicale, ou mieux que ça, pour une faute. On poursuit le même médecin parce qu'il n'a pas payé ses pensions alimentaires. Vous imaginez qu'il y a une série de données qui sont recueillies et qui peuvent après aller dans cette zone sur laquelle nous n'avons pas prise et dont nous n'avons pas le contrôle. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'audience est publique et donc aussi le médecin. Oui, sauf que l'audience est immédiate. Le mot le dit, elle est sans médias et elle a lieu une fois. Et puis, il y a un PV ou il y a éventuellement un article de journal. Mais il n'y a pas cette espèce de pérennité et de continuité de données qui vont naviguer ici, là, qu'en savons-nous. Et donc, la conclusion par rapport à la visioconférence, c'est que le magistrat ne peut pas garantir aux acteurs de justice et aux justiciables le respect des données qui vont être recueillies via le serveur qui nous permet de travailler en visioconférence. La dernière étape de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans la justice, c'est la justice algorithmique ou la justice, c'est-à-dire vers la justice prédictive. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? C'est l'idée qu'on devrait, à un moment, recueillir
toutes les données, ou un maximum de données, parce que pour avoir un algorithme qui soit suffisant, il faut nourrir un algorithme, hein, comme un animal domestique. Donc il faut recueillir un maximum de données, c'est-à-dire, pour faire bref, les décisions qui ont déjà été rendues en Belgique. Il y en a un paquet, hein, je n'ai plus les chiffres, enfin on parle de millions depuis 1945. Ayant recueilli toutes ces données, de toutes les décisions qui ont été rendues, l'idée est de permettre aux magistrats d'être assistés en quelque sorte d'un algorithme qui l'aide dans la prise de décision. Donc on introduirait les données du dossier dans l'algorithme et l'algorithme nous recrache, en somme, nous livre, nous offre une décision sur base de toutes les décisions qui ont été déjà rendues dans ce type de cas. On s'aperçoit déjà que ce type de cas, ça ne veut rien dire, puisqu'on a déjà accès à la jurisprudence, on a déjà accès à des revues spécialisées en divorce, en faillite, en plein de choses. L'enjeu, le défi qui est posé aux magistrats qui respectent les droits de l'homme, c'est d'abord d'aller chercher dans le dossier tout ce qui est particulier au dossier et qui mérite une vigilance particulière. Donc c'est nécessairement réducteur aussi, toute cette solution qui va être donnée par l'algorithme. Il y a des études qui ont été faites, des tests qui ont été faits, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Le résultat est que dans 79% des cas, en moyenne, aux États-Unis aussi, ça varie entre 70 et 80% des cas, l'ordinateur donne la solution qu'aurait donnée le tribunal conciliaire. 20%, ça n'est pas rien, 20% d'erreurs, ça n'est pas rien. Et c'est évidemment lié aux spécificités d'un dossier. J'ai envie de vous dire, mais vous allez me trouver archaïque, j'ai envie de vous dire que après 25 ans de magistrature, y compris mon stage, hein, il y a 25 ans que je suis là, je peux dire que je n'ai jamais considéré qu'un dossier ressemblait à un autre. Et alors oui, il ressemble à un autre, mais je n'ai jamais pu considérer que j'allais raclaper, si je peux me permettre cette expression wallonne, raclaper une décision que j'avais déjà rendue dans le dossier dont j'étais saisie. Certains rappellent de la théorie, mais ça, je n'ai pas besoin d'un algorithme pour aller la chercher. Je peux rappeler que, par exemple, l'infraction d'escroquerie consiste en ceci, et que les conditions pour la considérer établies sont celle-ci ou celle-là. Ça, je peux faire. Ça, je le fais dans tous les dossiers. Ça, je peux faire un copier-coller. Je n'ai pas besoin d'un algorithme pour le faire. Mais donc, il y a une spécificité. Donc, l'idée qu'une justice prédictive puisse être en vigueur dans la justice étatique service public vient nier la spécificité de chaque dossier et la spécificité de chaque justiciable. Alors, il y a un problème philosophique derrière que j'ai exposé dans mon article, c'est que, ça c'est Antoine Garapon et Monsieur Lassègue qui le disent, l'algorithme est une réécriture. Mais une réécriture, en fait, l'algorithme réécrit le réel à partir des données qu'il est allé chercher. Mais des données qui sont toujours chiffrées. Donc l'algorithme va donner une vision, quand il a amalgamé les données en question, il va donner une solution qui est nécessairement basée sur quelque chose de chiffré, puisque c'est une réécriture chiffrée du monde. Donc l'impasse va être faite sur ce qui est indéchiffrable, excusez-moi, un enfant de 6 ans pourrait le dire, sur la parcelle d'humanité du dossier. Alors, on doit rappeler ça maintenant, hein, parce que dans le temps, vraiment, quand j'étais éduquée, j'étais en humanité puis en droit, c'était évident, la part d'humanité d'un dossier. C'était évident, la part d'humanisme qui était, dont nous étions débiteurs dans le judiciaire. C'était évident. Maintenant, il faut développer, il faut militer pour rappeler cette chose-là. C'est extrêmement désagréable, fatigant et surtout, c'est interpellant parce que ça nous pose la question de savoir vers où on va, vers quel type de civilisation on va. Certains de dire qu'il y a une difficulté anthropologique. Et donc, programme qui livre quelque chose qui fait l'impasse sur l'indéchiffrable, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer, excusez-nous, et sur la part d'humanisme. Or, comme je vous le dis, que ce soit à l'audience, quand on écoute les gens, hein, parce qu'il faut les écouter, quand on écoute les avocats, il y a toujours ce fracas
du réel qu'on avait imaginé avec le bloc, le continent d'humanité qui est présent dans le dossier et dont on doit tenir compte. Que ce soit au pénal quand on prononce une peine, que ce soit au civil quand on dit que monsieur ne verra pas les enfants, que vous voyez ça. Donc, l'impasse sur l'humanisme et sur l'indéchiffrable, et ça, je dois dire que c'est quelque chose qu'on ne peut, qui est indépassable. Comment dépasser ce problème? Évidemment, c'est impossible. Je vais vous dire après pourquoi c'est, parce que vous allez peut-être me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le dépasser? Il suffit de dire que l'algorithme est une aide au magistrat et qu'il peut très bien s'en départir. Oui, sauf que on ne peut plus dissocier la question de l'algorithme et de la justice algorithmique de la question de la logique, ça c'est très important, de la logique gestionnaire du new management public en vigueur dans les services publics. Ça veut dire qu'à un moment, et c'est la volonté de ce ministre-ci, hein, Van Quickenborne, qui a expliqué dans sa déclaration au Parlement, dans sa déclaration d'intention, que son objectif est de budgétiser la justice sur base de ses résultats et non pas sur base de ses besoins. Moi, j'ai pas de besoin. Comme juge, je dois vous dire, les besoins de la justice ne sont pas les miens. Les besoins de la justice, ce sont ceux des justiciables. Ce sont ceux de toutes ces personnes. Vous voyez le lot d'injustice que charrie notre société pour le moment, a fortiori avec cette crise sanitaire qui vient en plus s'ajouter à une crise économique, crise de la dette, enfin que sais-je. Vous avez vu cette jeune coiffeuse qui venait à peine de s'installer en mars, qui s'est suicidée récemment du fait du confinement. Donc, il y a une espèce de quantité de rapports de force à questionner et pour lesquels la justice devrait être présente et devrait répondre présent aux demandes des justiciables. Eh bien, ça, c'est les besoins de la justice. Les budgets devraient être adaptés à nos besoins. Non, nous dit le New Management Public, non, nous dit le néolibéralisme et ce ministre, on va adapter les budgets à vos résultats. Donc, pas à votre input. Je veux bien raisonner en termes économiques, hein, en termes comptables. Pas à votre input, mais à votre output. Du coup, chaque magistrat et chaque palais va être évalué sur sa production. Mais vous comprenez bien que si mon budget dépend du nombre de jugements que je dois rendre, et qu'on va me dire, c'est le cas aux Pays-Bas, ils sont assistés d'un algorithme pour prendre leurs décisions, mes collègues des Pays-Bas. Eh bien, quand ils s'en départissent, quand ils veulent s'écarter de la solution de l'ordinateur, ils doivent motiver. Ils doivent motiver. Mais vous comprenez que si vous devez rendre 30 décisions par semaine, et que l'algorithme vous donne la solution, et que si vous ne la suivez pas, vous devez motiver, eh bien, vous allez hésiter à vous écarter de la décision de l'algorithme. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas démocratique blesse. Ça, c'est très important. Donc, quand on parle d'algorithme et de justice algorithmique, on doit vraiment conjuguer la problématique aux autres problématiques, à savoir l'austérité. Quand on évalue la compatibilité entre algorithme, intelligence artificielle, écriture mathématique, hein, et justice humaine, celle qu'attendent les justiciables, un justiciable qui franchit la porte d'un palais de justice ou qui intente une action, qu'est-ce qu'il attend? Il n'attend pas un truc algorithmique, hein. Il attend une écoute, un humanisme, une prise en compte de ses spécificités. Hein. Donc, quand on parle de ces deux particularités, il y a une vraie incompatibilité. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il va dire ce qui est. Il va dire ce qui est à partir de toutes les données qu'il a, dont il a fait une compile, et puis il est allé chercher une moyenne. Donc c'est une pensée mainstream qui se dégage de l'algorithme. Alors que dans le droit et dans la justice, nous et le législateur et les avocats, nous, on dit ce qui doit être. Ce qui doit être, vous imaginez la part de prospective qu'il y a derrière. On dit ce qui doit être, et pas tout seul, sur base d'une dialectique, d'une maïétique, d'une polémique, d'une éthique communicationnelle. Et c'est après coup qu'on dit ce qui doit être. Et donc, c'est totalement différent de dire ce qui est. Ce qui est, c'est fait. On le sait, ce qui est. Hein, on le sait. C'est pas au juge à dire ce qui est. Le juge doit dire ce qui doit être, et s'il vous plaît, dans le cas dont il est soumis, dans le cas dont il est saisi, pardon. Et donc, ça fait une différence, ça fait une rupture philosophique, politique, mais c'est un monde en soi de différence. Et quand on vous dit, alors, dernière précision, c'est qu'encore on vous dit, oui, mais l'algorithme est neutre.
donc la justice algorithmique, elle serait neutre, elle travaillerait avec ce qui a déjà été dit. Et donc ça, on sait depuis ce livre sous l'ère de Cardon, Dominique Cardon, à quoi rêvent les algorithmes, c'est décrit de longue date. L'algorithme n'est pas neutre, il dépend de qui l'a construit, de qui l'a pensé et de qui l'a mis en place. Donc il dépend d'un programmateur. Donc quand on vous dit l'algorithme est neutre alors que le juge a des biais, le juge a des biais, mais il peut, comme l'algorithme, travailler ses biais s'il est informé, s'il est bien sélectionné. Vous comprenez? Et donc, il y a cette rupture qui me semble indépassable entre le fait que le droit dit ce qui doit être, après qu'il y ait une dialectique, où tout le monde a pu s'exprimer sur base d'un collectif qui doit être pensé et respecté, alors que l'algorithme dit ce qui est. Et donc, on a une pensée. Et donc, du coup, la justice ne fera plus jamais progresser la société dans un système de new management public, ça j'insiste, est aidé, soi-disant, assisté par un algorithme. Il y a un moment où ça va basculer dans la gestion par l'algorithme des dossiers. Et le juge, ce sera en quelque sorte jusqu'à ce qu'on remplace le juge, hein, il faut bien dire, parce qu'à un moment, une fois que le juge servira la décision qui lui a été offerte par l'algorithme, on pourra remplacer le juge. Donc, il y aura une robotisation. Robotisation qui pose un autre problème philosophique, c'est qu'une fois qu'on a robotisé, qu'on a remplacé des humains par des machines et des algorithmes, on a derrière un a priori qui nous dit que tout ça est interchangeable, qu'il n'y a pas de différence entre un humain et une machine. Et donc, il y a un grand problème anthropologique de philosophie politique derrière. Et donc ça n'est pas la propagande qui sert l'algorithme est énorme, est puissante, et elle convainc quand même. Maintenant, alors je termine par ça, mais j'y tiens, c'est à peu près à ça que je tiens le plus. Parce que tout ce que j'ai dit, d'autres le disent, et je l'ai pas inventé. Et ça vient de mes lectures, et simplement, la combinaison avec le New Management Public, ça n'est pas souvent dit, c'est important. Mais ce que je veux dire, pour terminer, c'est qu'en réalité, il faut le combattre, mais du coup qu'on le combat et qu'on milite dans l'espace public en disant ne nous remplacez pas par des robots, nous sommes humanistes, à l'écoute, minutieux, nous prenons soin du justiciable, nous avons du respect pour les avocats, pour les justiciables, de grâce, laissez-nous l'audience. Vous comprenez bien que si on prétend ça, on doit le faire. Et donc, cette menace qui pèse sur la justice humaniste telle qu'elle a été pensée après la Révolution française, à partir des Lumières, Montesquieu, etc., cette qualité que nous revendiquons et la menace qui pèse sur elle nous oblige et nous lance un défi d'excellence. Si on prétend être plus humaniste qu'une machine, on doit être plus humaniste qu'une machine. Si on prétend que l'audience a un sens, on doit être à l'audience et être conforme à ce qu'on prétend être. Voilà, je termine par ça.